Le budget de l'État 2026 présenté à l'Assemblée nationale aujourd'hui met l'accent sur 6 priorités majeures: accès à l'électricité, à l'eau potable, santé publique, éducation et formation adaptée, création d'emplois, soutien à l'entrepreneuriat, tout en prévoyant des mesures fiscales visant à stimuler le secteur privé et à faciliter certaines exonérations. Un homme de 24 ans a été tué ce matin sur la voie rapide d'Akasin par un conducteur qui a pris la fuite, provoquant la colère des habitants et des manifestations qui ont paralysé la circulation toute la journée. L'extension de l'accès à l'électricité et à l'eau potable, l'amélioration de la santé publique, une éducation de qualité accompagnée d'une formation adaptée au marché du travail, la création d'emplois et le soutien à l'entrepreneuriat, ainsi qu'un développement harmonieux et inclusif. Telles sont dans leurs grandes lignes les 6 priorités axées sur la reconstruction et l'innovation présentées par le ministre de tutelle lors de la présentation du budget de l'État 2026 aujourd'hui à l'Assemblée nationale au palais de Timazaz. Plusieurs mesures fiscales ont également été mises en avant. Parmi elles, l'abolition de la TVA sur les intérêts perçus par les institutions de microfinance et sur les prêts personnels, la possibilité pour l'État de prendre en charge la TVA sur les frais locaux liés à des importations financées par des fonds étrangers, le rétablissement de l'exonération de TVA sur l'importation et la vente de livres et journaux, ainsi qu'une exonération partielle sur certains produits conformément aux recommandations du FMI dans le cadre des programmes FEC et FRD. Selon les explications, la coopération avec les partenaires internationaux se rétablit progressivement, notamment avec la récente signature d'un accord avec l'Union européenne. La recette fiscale devrait atteindre 5 000 milliards d'ariars à la fin de l'année 2025, afin de grimper à environ 6 000 milliards d'ariars en 2026, soit une hausse estimée à 10,54%. Pour atteindre cet objectif, des mesures fiscales et administratives seront déployées. À ce jour, 73,20% des recettes fiscales internes proviennent de la TVA, de l'impôt sur le revenu et des impôts indirects sur les dépenses. L'objectif étant de stimuler le secteur privé. Le ministre a rappelé que le budget demeure un outil de mise en œuvre de la politique gouvernementale. Il a insisté sur l'accès à l'énergie. La transition vers les énergies renouvelables est déjà amorcée pour la réhabilitation de la Tirama, tout comme les investissements publics inscrits dans la ligne budgétaire du ministère de l'Énergie et des hydrocarbures. Le président de la refondation de la République a affirmé qu'il n'est pas nécessaire d'attendre des financements extérieurs pour la tenue de la concertation nationale, soulignant que le pays est en train de mettre en place les structures appelées à l'encadrer. Il s'est exprimé ainsi ce jour lors de l'ouverture des assises nationales chrétiennes à l'ISST Mandamin. Selon lui, ces assises constituaient un élément essentiel du processus de réforme. Les assises nationales chrétiennes, organisées à partir d'aujourd'hui par la Société biblique malgache en collaboration avec plusieurs organisations et églises chrétiennes, aborderont 10 thématiques, à savoir l'éducation, la jeunesse, le social, l'économie, la politique, la religion, la famille, la communication, les arts, l'environnement et la technologie. L'objectif est de permettre aux chrétiens d'apporter leur contribution à la reconstruction et au développement du pays. L'objectif est l'application du pragmatisme chrétien, vivre la parole de Dieu et la partager au sein de la communauté et de la nation. Les participants viennent des régions, il y a des membres de la diaspora. Cela veut dire qu'il y a des choses que les chrétiens vont décider et réaliser ensemble. Le président de la refondation de la République, accompagné des 4 hauts conseillers de la présidence, a assisté et procédé à l'ouverture officielle de ces assises. Il a rappelé que celle-ci constitue un socle pour impulser un changement de mentalité et d'état d'esprit, raison pour laquelle elle revêt une importance particulière. Pour la concertation nationale, nous attendons l'opérationnalisation du ministère d'État chargé de la refondation de la République. Un mandat a déjà été confié au FFKM, qui est actuellement à l'œuvre. Tout ce qui sera exprimé au cours de cette concertation ne viendra pas de nous. Notre rôle est uniquement de traduire les aspirations de la population. Les attentes issues de la base remonteront au niveau national, et une feuille de route en sera élaborée.
Il a également apporté des éclaircissements concernant les réactions entourant sa possible candidature à la prochaine élection présidentielle. Si j'ai tenu ces propos, ce n'était ni pour annoncer une candidature ni pour l'écarter. Mon intention était de souligner que la parole de la population est sacrée, au même titre que celle de Dieu. C'est la population qui est aux commandes. Les assises nationales chrétiennes se dérouleront sur 3 jours. Les résolutions qui en sortiront seront diffusées à la base et au sein de chaque église. Elles serviront également de contribution aux futures assises nationales afin de soutenir les réformes et les efforts de redressement du pays. La cérémonie de prestation de serment du nouveau sénateur de Madagascar venant du parti MMM, Joël Bevouavi, s'est déroulée aujourd'hui au palais du Sénat à Nouskeli. Il remplace la sénatrice Sidonie Jarnirine, qui est devenue ministre de la Population. En tant que sénateur, l'accent de ses actions sera mis sur le soutien aux collectivités territoriales décentralisées pour les renforcer et les rendre autonomes afin de favoriser le développement. Selon ses explications, il faut éviter de suivre le courant comme cela a toujours été le cas et qui a ruiné la gestion des affaires nationales. Il restera fidèle à son engagement en tant que sénateur du parti MMM, selon ses dires. Après cette prestation de serment, ce nouveau sénateur a immédiatement participé à la session plénière du Sénat, consacrée notamment à la présentation de la politique générale de l'État par le Premier ministre et le gouvernement ce jour. Le parti politique malagasy Miaramieng condamne les propos jugés trompeurs tenus hier par un membre d'une organisation de la société civile, selon une déclaration de son bureau politique aujourd'hui. Ce membre de la société civile avait affirmé que les partis et acteurs politiques ne devraient organiser leur rassemblement que dans des salles fermées. Face aux déclarations de certaines organisations de la société civile affirmant que les expressions et rassemblements de partis politiques devraient uniquement se tenir en salle, nous, Malagasy Miaramienga, ne sommes pas d'accord et contestons cette position. La liberté d'expression a été au cœur de nos revendications lors des manifestations. Il est tout à fait légitime de s'exprimer en public, dans le respect de la loi. Nous appelons la société civile à cesser de diffuser des déclarations erronées et anxiogènes, et à privilégier l'apaisement et la paix, indispensables à la refondation et au vrai changement vers le développement demandé par la population. Le Malagasy Miaramieng rappelle qu'en tant que parti politique, il ne sera jamais celui qui demandera de restreindre la liberté d'expression des formations politiques à Madagascar. Chaque parti est libre de s'exprimer en salle comme en public, car ces libertés font partie des acquis obtenus au terme des luttes menées dans le pays. La liberté d'expression conquise au fil des années concerne autant les citoyens que les syndicats, les partis et les acteurs politiques. Pour Malagasy Miaramieng, cette avancée est aujourd'hui concrète. En témoignent les rassemblements publics organisés à travers tout le territoire. Le parti estime enfin que certains acteurs ont intérêt à provoquer des troubles. Ainsi, il appelle ceux qui ont contribué à ces avancées démocratiques à rester vigilants et à ne pas se laisser entraîner dans l'instabilité. Vers 4 heures ce matin, un homme de 24 ans qui se rendait à son travail a été percuté par une voiture sur la voie rapide d'Akasen. Il est mort sur le coup. Le conducteur ne s'est pas arrêté et a immédiatement pris la fuite. La colère a vite gagné les habitants, témoins de la scène. Dès l'aube, ils ont organisé des manifestations, brûlant des pneus et érigant des barrages qui ont paralysé la circulation pendant plusieurs heures. La famille réclame l'ouverture urgente d'une enquête pour établir la vérité, identifier le conducteur et obtenir une sanction exemplaire. Elle demande également la réinstallation de ralentisseurs sur la voie. Il y a ici des caméras de surveillance. Tous les mouvements qui se sont produits devraient être rapidement visibles. Nous demandons la justice, pour que cette mort ne soit pas vaine. Si les autorités exploitent vraiment ces images, il y a des informations à tirer. Une fois la vérité découverte, nous voulons qu'elle nous soit montrée. Et ces gens réclament la restauration des casseurs de vitesse pour éviter de nouveaux drames. Le mouvement de protestation s'est amplifié au fil de la matinée.
Après une brève accalmie et la réouverture de la route, les barrages ont repris dans l'après-midi. Pneus enflammés, blocages successifs et une forte présence policière déployée pour tenter de calmer la situation. La principale revendication restait l'installation rapide de casseurs de vitesse. Les techniciens sont finalement arrivés sur place pour procéder à la mise en place de ces ralentisseurs. Mais les avis divergent. Selon plusieurs commentaires recueillis sur place, la portion de route sortant d'Akasne est une voie rapide. Y installer des ralentisseurs ne serait pas une solution durable. Certains suggèrent plutôt la construction de passerelles piétonnes, à l'image de celle d'Anousbé. D'autres estiment que les ralentisseurs facilitent les agressions nocturnes dans la zone. D'autres intervenants soulignent également que les zones de traversée désignées doivent être respectées aussi bien par les piétons que par les automobilistes. Le non-respect du code de la route ou sa méconnaissance alimente les embouteillages chroniques de la capitale. La saison des pluies aggrave encore la situation, avec les routes dégradées, les flaques, les ralentissements. À cela s'ajoutent les taxis-bés qui s'arrêtent hors des arrêts, les vendeurs installés sur les bas-côtés et divers travailleurs indépendants occupant les trottoirs. Le désordre atteint un niveau particulièrement critique à Anousbé, où la chaussée est large mais constamment envahie par des charrettes, des poids lourds, des motos et des vélos, forçant les véhicules à circuler dans les deux sens et créant des bouchons interminables. Une question revient alors avec insistance pour les observateurs. Où sont les actions de la commune pour réduire les embouteillages? Qu'en est-il du contrôle du stationnement irrégulier, de la régulation des horaires de circulation des charrettes et des poids lourds, ou encore du dégagement des trottoirs qui devraient être réservés aux piétons? La pierre découverte hier au palais d'Ambutiruj est une pierre de collection émeraude sur gang, selon les explications d'un technicien en ressources minières. S'il devait être converti en argent, de nombreuses étapes devraient être suivies au niveau international. Pour augmenter sa valeur, plusieurs étapes sont nécessaires. La première consiste à l'inscrire au Guinness Book, car cette reconnaissance accroît considérablement la valeur d'une pièce. Une fois cela fait, on peut envisager des ventes aux enchères destinées aux grands collectionneurs ou aux collectionneurs internationaux, y compris des millionnaires passionnés par ce type de pièces. Rappelons que cette pierre de plus de 300 kg, placée dans un endroit caché du palais d'Ambutiruj, a été découverte hier. Selon les analystes menées en présence du chef de l'État, un tiers de la pièce est constitué d'émeraudes. Notre politique vise le bien commun, ce qui implique une transparence totale. Concernant les aspects techniques de la transformation de cette pierre en argent public au bénéfice de la population, nous serons stricts et rigoureux. Le haut conseiller de la refondation supervisera donc la conversion de cette pierre précieuse en ressources financières destinées au mariage, l'estimation officielle de sa valeur ainsi que les actions prévues grâce au produit de sa vente sont désormais attendues au nom de la transparence. Suite à la plainte déposée par Tuzla Valmanan contre Arla Ramanatsu concernant des irrégularités durant l'élection municipale du 11 décembre 2024 dernier, l'affaire a été examinée aujourd'hui par la Cour suprême. Le prononcé du verdict a toutefois été reporté à une date ultérieure, la Cour annonçant qu'une nouvelle investigation du dossier sera menée. Le président national du parti TIM a exprimé l'espoir que ce verdict reflète une justice équitable et impartiale garantissant le respect de la démocratie. Par ailleurs, la maire d'Adal Najiv s'est rendue à la Cour suprême pour une conférence de presse sans assister à l'audience. Elle a insisté sur le fait que cette affaire doit être jugée selon la vérité et non selon des considérations politiques et a appelé à l'impartialité de la justice.